Bienvenue sur cette table ronde autour du thème de la contention. On va commencer directement les présentations. Donc à ma gauche, le docteur Maria Vlad, psychiatre, qui est chef d'un service pouvant accueillir 25 patients en milieu ouvert, je précise milieu ouvert à Lyon. Et à ma droite, le docteur Mathieu Bellassène, psychiatre. On va aller directement sur l'essentiel, auteur du livre « Abolir la contention ». Si vous l'avez lu, vous savez que sa carrière au sein de l'établissement public de santé Roger Prévôt est un peu à l'arrêt. Son avenir professionnel restant suspendu à la procédure en cours et à l'audience qui se tiendra devant la Cour administrative d'appel de Paris. Aujourd'hui médecin, peut-être que tu pourras en dire un peu plus sur le campus de Nanterre. On est tous les trois nouveaux à ces rencontres estivales. Et si cet événement porte le titre de rencontre estivale, c'est qu'il est porté sur l'échange et surtout avec le public. Donc on va procéder de la façon suivante. Je vais essayer de cadrer un peu le débat et de vous donner le grand tableau législatif et de l'état de la contention et de l'hospitalisation sous contrainte, très rapidement, et ensuite laisser la parole aux deux intervenants qui vont vous exposer leur point de vue dans ce cadre, et puis vous laisser la parole et voir où ça nous emmène. Sur le cadrage du sujet, ça va aller très vite, puisque c'est une controverse apparemment. Se serrer la ceinture, en gros, la contention peut-elle être un soin ? En prémisse, évidemment, un petit exercice de définition. Qu'est-ce que la contention ? Je vais vous donner la définition de la Haute Autorité de Santé qui date de 2000. Peut-être que vous aurez une définition plus actuelle, mais moi, c'est celle que j'ai trouvée. La contention physique, c'est l'utilisation de tout moyen, méthode, matériel ou vêtement qui empêche ou limite les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps, dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour une personne qui présente un comportement estimé dangereux ou mal adapté. Et si on va un peu plus précisément dans les pratiques, et pour schématiser, il y a deux grandes formes de contention qui sont pensées. D'abord, parce que c'est d'abord dans la prise en charge, peut-être que vous me contredirez, mais d'abord dans la prise en charge de la contention chimique. C'est l'utilisation de substances aux propriétés sédatives dans le but de contrôler les comportements d'un patient. Évidemment, je parle de contrôle sans le consentement. C'est parfois aussi appelé sédation forcée ou sédation à visée de contrôle. La contention chimique n'est pas spécifiquement définie et encadrée légalement. Il n'y a pas de contrôle du magistrat du siège, parce que c'était un contrôle du JLD, aujourd'hui on l'appelle magistrat du siège. Mais le CGLPL alerte sur l'absence d'encadrement de cette pratique. Finalement, il y a la contention mécanique, qui est celle qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisque c'est écrit sur votre petit papier, donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. C'est mettre une personne dans une chambre, la priver de ses mouvements avec des harnais, des ceintures, des sangles, la fixer en fait sur un lit ou un fauteuil. Pour la petite anecdote, moi ça m'a marqué, c'est la société Pratissima qui a sorti un système de contention qu'elle a intitulé Pinel. Quand on voit l'ironie de cet intitulé, voilà, on peut comprendre que le capitalisme est partout. C'était une petite aparté. Ça concerne combien de personnes en réalité ? Ça c'est des chiffres de 2022. Il y a 27 800 personnes qui ont été en isolement en 2022 en France. Dont 8000 de ces personnes qui ont au moins une fois fait l'objet d'une contention mécanique dans l'année. C'est pour remettre un peu dans le débat un ordre de grandeur, c'est quand même assez important, et donc c'est un sujet sur lequel il est important de débattre. Et maintenant, quel cadre juridique ? Quand j'ai préparé ma petite intervention, j'avais presque pas envie de vous dire, j'avais presque envie de faire participer le public, parce que quand on y pense, on se dit la contention, ça existe depuis au moins 1770, donc avec la fameuse camisole de force de Kremlin de Bicêtre. Et en réalité, il y a un contrôle du juge, du magistrat du siège, que depuis 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans qu'il y a un contrôle et qu'on n'est plus juste sur des recommandations ou des protocoles, des recommandations ou des protocoles du point de vue simplement médical. En fait, et c'est pour ça que je vais vous dresser un tableau rapide de l'hospitalisation sous contrainte, la contention a bénéficié de la judiciarisation tardive de l'hospitalisation sous contrainte. Cette hospitalisation sous contrainte, elle a un parcours légal assez simple. Avant 2011, on était sur, globalement, même s'il y a il faudrait être plus précis, mais on n'a pas trop le temps,
on était globalement sur une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, qui est la HDT, ou d'office, soit l'hospitalisation par arrêté préfectoral. Et il n'y avait aucune mention de soins sans consentement. Et entre 2000 et 2010, on a une remise en cause par la jurisprudence européenne. Donc de 2006 à 2006, plusieurs condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse en droit interne, deux questions prioritaires de constitutionnalité du 26 novembre 2010 et du 9 juin 2011 qui viennent dire globalement est contraire à la Constitution l'absence de contrôle du juge sur la mesure privative de liberté. Et là, le législateur, enfin le Parlement se trouve un petit peu embêté et va prendre une loi en extrême urgence quand même, puisque suite à cette QPC du 9 juin 2011, il y a une loi du 5 juillet 2011 qui est la loi qui est la genèse de tout pour le contrôle du juge des libertés de la détention, qui plus tard s'appellera le magistrat du siège. C'est l'introduction du contrôle de ce juge, d'abord sur les mesures d'hospitalisation sous contrainte tous les 15 jours, et ça va passer à 12 jours en 2013. À noter quand même, parce que ça n'est pas qu'un détail, et surtout ça va irriguer le débat, enfin c'est l'objectif ensuite, que dans cette loi, on va introduire le concept légal de soins sans consentement, c'est-à-dire un programme de soins à l'extérieur qui, malgré le fait qu'il soit contraint, constituerait quand même des soins. En tout cas, c'est la symbolique. Et en réalité, derrière, on va attendre un petit peu, et c'est une décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 qui va constituer le tournant pour la contention et l'isolement, puisque le Conseil constitutionnel va imposer que toute mesure d'isolement ou de contention excédant 48 heures, schématiquement, soit autorisée par le magistrat du siège. Parce qu'on considère que ces pratiques sont des privations de liberté nécessitant un contrôle juridictionnel. En réalité, je vous ai dit 3 ans, ça fait que 3 ans qu'il y a un contrôle. Si vous calculez comme moi très rapidement, 2020-2025, ça fait 5. Et le décret d'application n'est passé qu'en 2022, et donc il y a un contrôle effectif que depuis 2022, puisque la loi n'est applicable que depuis 2022. C'est important d'avoir ce débat sur la contention et sur l'hospitalisation sous contrainte. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est plus une opinion qu'un exposé froid de la loi, la judiciarisation entraîne une légitimation au moins au regard des professionnels de justice, et je pense que ça irrigue un peu la société. Et un bon exemple, je trouve, c'est que lorsque les conditions de détention sont indignes, je dis lorsque, mais tout le temps, lorsque les conditions de détention sont indignes, c'est pas grave parce que les détenus peuvent faire des recours. Donc on est dans un état de droit parfaitement respectable. Lorsque l'hospitalisation sans consentement sert à pallier l'absence de prise en charge sérieuse en amont d'un patient nécessitant une attention et une délicatesse particulière, celle-là je la lis parce que je l'ai écrite, et que c'est important pour moi de ne pas utiliser des mots qui sont trop vagues. Donc quand on a une hospitalisation sans consentement qui aurait pu être évitée, c'est pas grave parce qu'il y a un contrôle du magistrat du siège. Et c'est pareil pour la contention en réalité, ça sert elle sert aujourd'hui, et c'est le constat qu'on peut faire en tant qu'avocats qui interviennent, parce qu'on est plusieurs dans cette salle, donc je dis avocats qui interviennent dans le cadre de l'hospitalisation sous contrainte et les mesures d'isolement. Ça sert à pallier souvent une prise en charge lacunaire et parfois, et je vais dire le terme, violente et un peu révoltante de la part du personnel soignant. Mais comme il y a un contrôle, on pourrait se dire non mais c'est pas grave, il y a un contrôle du magistrat du siège à 24 heures, pas de difficulté. Et en réalité, ce magistrat, bien souvent, il se range derrière l'avis des médecins qui disent non mais c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est une décision médicale, et donc le magistrat va nous dire à chaque fois je ne suis pas médecin, donc j'autorise le maintien de la mesure. C'est important, du coup, ce débat, c'est important qu'il y ait une réflexion politique, j'utilise le terme politique à dessein, à côté de la judiciarisation. Est-ce que la contention, c'est du soin ? Et plus généralement, est-ce que la contrainte peut être du soin ? Avant peut-être de donner la parole aux deux intervenants, peut-être vous dire que j'ai cherché, peut-être pas assez, mais si vous avez des données qui m'échappent, c'est le moment de les donner lorsqu'il y aura les débats. Mais je n'ai trouvé aucune donnée dans la littérature scientifique qui permette d'affirmer que la contention est une vertu thérapeutique. Il y a bien des psychiatres qui le disent haut et fort, c'est le cas de personne ici, je ne pense pas trahir
le docteur Vlad en disant ça, mais on n'a pas réussi à les faire venir, ils n'ont pas spécialement de volonté de s'exprimer en public, en tout cas ici, donc on va se retrouver sur un débat sur, de manière un peu moins frontale, est-ce qu'il n'y a pas des situations aujourd'hui où c'est nécessaire? Et je pense que la question qui doit rester au centre des débats, c'est est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de désescalade, et surtout, est-ce que la contrainte est un soin? Et je vais passer la parole directement. Je ne sais plus à qui on avait... Maria. Merci beaucoup pour la proposition de venir ici. C'est un espace tout à fait inédit pour moi. C'est très angoissant, je vais le dire, comme ça c'est dit, mais aussi très intéressant et qui m'a fait beaucoup travailler et réfléchir autour des enfermements et autour de ma pratique. Donc je suis, comme tu l'as bien dit, je suis médecin psychiatre, je travaille dans une unité ouverte où on accueille plutôt des hospitalisations sans consentement, donc à la demande d'un tiers ou de la préfecture, d'un représentant de l'État. Ça fait 4 ans que je travaille dans le même service, avec à peu près la même équipe. Et ça fait 8-9 ans depuis que je pratique l'hôpital. Je peux dire que j'ai une affinité particulière pour la contenance du travail de l'équipe, le travail du mur de l'hôpital, du travail institutionnel. Je viens ici parce qu'on s'est posé plein de questions. On s'est posé la question de comment on fait pour calmer un esprit agité. Il y a la contention qui apparaît assez rapidement, mais on la décrit. On parle de l'usage de chambres d'isolement dans les hôpitaux publics et on parle du manque de moyens et de personnel qui sont la cause de l'isolement et de contention. La question que l'on s'est posée, que moi je me suis posée en tout cas, est-ce que c'est la seule chose qui peut expliquer ces pratiques qu'on fait dans les hôpitaux publics, que les médecins ont l'habitude de faire, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ça? Alors je ne suis pas du tout expérimentée dans tout ce qui est loi, gouvernement, pratique, mais c'est pour ça aussi qu'il y a mon collègue qui est là. Je suis une clinicienne, je vais vous parler de la clinique et de mon expérience. Et peut-être comprendre, est-ce que ça peut être considéré comme un soin, la contention sous toutes ses formes. Alors, il suffit de regarder l'état des urgences psychiatriques des différents hôpitaux dans les grandes villes, avec des patients qui sont contentionnés des fois pendant des jours par faute de personnel soignant ou par faute de lit tout simplement, et de tirer la conclusion que c'est une horreur, c'est une tragédie, qu'on devrait tout simplement l'interdire. Ce n'est pas pourtant la seule chose qui justifie l'usage de ces mesures de privation de liberté. Il y a des cas bien particuliers auxquels on est confronté dans la clinique, de cas assez rares, mais dont je me suis dit que je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de mes patients, des peu de patients, mais que j'ai pu contenir à des moments bien précis, et d'essayer d'apporter quelques nuances au fait que la contention, c'est une torture. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter mes cas cliniques et d'enfiler ma blouse de médecin pendant quelques temps, et puis ensuite mettre le pyjama de nos patients, qui, lorsqu'ils sont enfermés, ils portent ce fameux maudit pyjama qui est bleu chez nous. Alors, j'ai rencontré ces collègues de manière moderne, via Zoom, donc l'écrivain, l'avocat, et puis moi. Et ils m'ont demandé, alors Maria, toi qui défends la contention, tu contiens combien? J'ai donné un chiffre. Ils m'ont regardé, et puis Nicole surtout, elle m'a dit, ah ouais, quand même. Bon, je me suis dit, ils ont peut-être raison, ces gens de s'étonner. J'ai regardé les chiffres. J'ai contenu une seule personne cette année. L'année dernière, il y en a eu plusieurs qui ont été contenus dans mon service, mais ce n'était pas moi à l'origine. J'ai fait 3 contentions dans un an. Je peux le défendre aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai pris mon courage à 2 mains et que je parle devant la glace. Alors, qu'est-ce que c'est la contention? La contention reste une contrainte sur le corps. En effet, on vient parler de la contention mécanique, de la contrainte de soins, mais j'ai envie de vous dire que la contention, c'est ce qu'on apporte à un patient qu'on reçoit en consultation par la psychologue qui va contenir son récit, ses angoisses, les choses qu'il ne peut pas dire autrement. C'est de la contention. La contention, c'est du moment où un patient qui accepte de se faire soigner en soins libres franchit les murs de l'hôpital. Et il va avoir la contention d'une équipe soignante, des infirmiers, des aides-soignants, du médecin. C'est aussi de la contention. Ça permet de contenir des angoisses, ça permet de contenir un morcellement, ça permet de contenir tout simplement en parlant, et c'est là où la parole suffit, la souffrance qui est terrible de nos patients, énorme. Il y a en effet la contention chimique. Celle-là,
elle existe avec ou sans l'accord du patient. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui ressent des mains du diable qui sortent de son corps, qui sont toutes rouges, qui déforment son corps. C'est mon patient, il s'appelle Adrien, il a 23 ans, il est encore hospitalisé. Il se regarde dans la glace, il voit le diable. Il me dit, il y a Shaitan en moi. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Et bien dans ce cas-là, il y a la contention chimique. Il n'est pas d'accord. On négocie, on combat, on revient à la charge. Oui, ce patient, je l'ai contenu, sans son consentement. Je lui ai donné des médicaments. Ses parents, ils ont été d'accord, on demande le consentement à qui on peut. Et des fois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a les patients souffrant de schizophrénie, des psychoses graves, qui ne sont pas seuls dans leur esprit, qui sont portés par la voix du diable, par la voix d'une autorité contre laquelle ils ne peuvent pas lutter. Il y a le patient qui est parti à pied, un patient qui m'est très cher, dont je ne vais pas pouvoir dire son prénom parce que ma psychologue m'a interdit, dont je m'occupe depuis 5 ans, avec qui on s'est battu, on s'est hurlé dessus, on a été des bons copains, on s'est croisés dans la rue, je lui ai présenté mon fils. Et pourtant, ce patient, il est parti à pied jusqu'à Marseille, parce qu'il allait chercher le vrai monde. Il n'était pas dans le vrai monde, il est revenu avec des pieds en sang. Il continue à marcher dans le service, malgré mes médicaments. Et je suis allée à main forte. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je le laisse? La parole ne suffit pas. La parole ne suffit pas avec ce patient. Je peux lui dire autant que je veux, pendant des longues heures, les infirmiers qui le connaissent bien, ils lui disent, arrêtez, vous faites du mal. Ça ne marche pas. Dans ce cas, il arrive à la contention de l'isolement, qui est une forme de contrainte très importante, une privation de liberté très importante et qu'on ne prend pas à la légère. Et ensuite, on arrive au sujet du débat, qui est la contention mécanique. C'est une contrainte sur le corps. Mes amis qui sont présents là et qui sont venus autant pour m'encourager ou m'angoisser, ils m'ont dit, il faut que tu expliques à ces bonnes personnes qui viennent, qu'est-ce que ça veut dire de manière pratique? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un lit, il y a des sangles au niveau des chevilles, au niveau des poignets, et que la personne, elle va être attachée. C'est barbare. On l'imagine comme ça, c'est barbare. On peut se demander, qu'est-ce qu'ils cherchent ces bons médecins et ces bonnes infirmières à faire ça, à infliger ça à un autre être humain? Rien de mieux qu'un exemple, donc... Je parle trop vite là, c'est ça? Non. Ok. La glace. Et donc, j'ai choisi, je ne sais pas si j'ai le temps, de vous parler de 2 jeunes filles dont je me suis occupée. Une que j'ai rencontrée la semaine dernière pendant ma garde, et une autre qui a été notre patiente il y a 1 an, mais qui a bien marqué des esprits. Les 2 ont été contenues, contentionnés, et c'est une décision que je peux assumer, avec laquelle je vis très bien. Et au cas contraire, je me demande qu'est-ce qui aurait pu se passer si ces décisions n'avaient pas été prises. Donc je vais vous parler d'Inès, de Madame I et de Mademoiselle A. Il faut que je dise les choses. Je commencerai par la jeune fille de 18 ans que j'ai rencontrée pendant ma garde de dimanche dernier. Une jeune fille de 18 ans, ça faisait 2 semaines elle était majeure, ce qui a changé beaucoup de choses dans sa prise en charge. Une fille qui, depuis l'adolescence, elle souffrait d'une dépression très sévère, avec un harcèlement scolaire au collège pendant 2 ans, qui avait subi une agression sexuelle l'année d'avant, et qui s'est affaissée d'une manière très très importante dans une dépression avec des symptômes d'état de stress post-traumatique, des angoisses, des cauchemars. Ils se suivent une dizaine d'hospitalisations depuis 2024, donc ça fait presque 1 an, où elle essaye de mettre fin à ses jours à manière différente. Elle prend des médicaments, elle se scarifie, elle se strangule, elle essaye de se pendre. Tout ça dans un contexte où il y a une équipe mobile qui va la voir toutes les semaines. On est là, on est présent. Il y a un médecin psychiatre qui la voit plusieurs fois par mois, elle, avec sa mère, et il lui propose de faire de l'EMDR. C'est une thérapie qu'on utilise pour les personnes qui souffrent d'état de stress post-traumatique. Elle appelle la ligne, on a une ligne à Lyon anti-suicide avec une équipe lyonnaise qui intervient. Elle dit avoir des idées suicidaires. Elle est admise en soins libres. Elle accepte de venir à l'hôpital. Elle accepte de se soigner. Elle nous dit que même si elle a des idées suicidaires, elle se sent rassurée d'être à l'hôpital et qu'elle peut appeler l'équipe infirmière s'il y a besoin.
Le soir même, la patiente elle est arrivée vers 18h. Le soir même, à 21h, lors du passage de l'infirmière du soir, elle prend, parce qu'elle n'a pas été en surveillance suicidaire, estimant qu'on peut faire un contrat de soins avec elle, qu'on peut prendre sa parole au sérieux et qu'on peut faire un lien de confiance. Le soir même, devant l'infirmière, elle se strangule avec son cordon de robe. La chambre est sécurisée, ils essayent de prendre tout, elle se strangule avec son chargeur avant qu'il soit pris. C'est une jeune femme qui est déjà traumatisée, on ne veut pas la traumatiser de plus. On majore le traitement, on majore la sédation, elle nous dit que ça va beaucoup mieux, qu'elle est capable de nous solliciter. Le lendemain, ça se passe dans l'unité du court séjour, donc une unité qui a énormément de moyens humains et de ressources. Il y a 4 infirmiers par poste, il y a une infirmière qui lui est dédiée, qui passe tout son temps avec elle, qui lui parle, qui lui propose des soins de beauté, qui fait de la méditation avec elle, qui fait des jeux de société. La journée se passe super bien. Le soir arrive. Et c'est le soir où je suis de garde. Comme ça. Et la patiente se restrangule d'une manière encore plus violente. Cette fois-ci, il y a des traces autour de son cou. Elle ne perd pas connaissance, mais pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On s'étate encore plus. Je ne veux pas contenir cette patiente et la faire subir la violence de la contention. On peut toujours faire autrement. On la sédate. On la contient quelque part avec les médicaments. Le lendemain matin, cette patiente se pend. On ne l'a pas contenue. Elle va aux urgences, on a de la chance qu'il n'y a rien de grave qui s'est passé. Elle récupère. Elle dit, je ne ferai plus jamais ça, j'ai appris ma leçon. On est effrayé. Les infirmiers ont peur, moi j'ai peur, le médecin qui s'occupe d'elle a peur. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la mère, on lui dit voilà, on est à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va la contenir si jamais ça se reproduit? On prend cette décision ensemble. Parce que ce n'est pas une décision simple à tenir, facile du tout, c'est pas du tout facile. Si je vous demande à mettre ma blouse, imaginez ce que c'est de prendre cette décision. C'est pas facile. Et lorsque, une 5e fois dans l'espace de 72 heures, cette patiente refait avec un chargeur de téléphone qui n'est pas le sien, mais qui a demandé à un copain du service et qui dit « je veux mourir », et là, on l'a contenue. On l'a contenue sur une durée assez courte, ça a été sur 3 heures. On l'a sédatée, beaucoup. Et pourquoi on a fait ça, vous allez me dire? On est des psychiatres, on est censé parler, on est censé lire dans vos pensées, savoir tout ce que vous en pensez, et puis faire avec vos paroles. Je sais, je le fais. On était devant une fille qui ne parlait pas, qui voulait rien dire, à part « laissez-moi tranquille, c'est mon droit. C'est mon droit de mourir, je veux mourir, je n'ai pas du tout à vous dire pourquoi. » Elle ne le dit pas à sa mère, elle ne le dit pas à ses copines. La parole ne marche pas dans ce cas. En tant que psychiatre, en tant qu'infirmier en psychiatrie, en tant qu'aide-soignant, en tant que psychologue, comment on soigne quelqu'un qui ne nous dit pas ce qui ne va pas? Elle voulait se détruire, elle voulait en finir. L'angoisse, la souffrance, j'imagine, c'est les hypothèses qu'on a pu faire en équipe quand on a débriefé, c'est que la souffrance, elle était tellement importante qu'elle n'arrivait pas à en parler de ça, que l'angoisse était tellement importante que ça l'a déstructurée au point où elle ne pouvait pas extérioriser le mal que par se faire mal. Est-ce qu'on a bien fait? J'ai absolument la conviction que oui. Est-ce que c'est dramatique? En effet. La psychiatrie n'est pas un long fleuve tranquille. La psychiatrie n'est pas malheureusement un endroit où, en se parlant, on peut soigner quelque chose qui va au-delà de la parole, au-delà du réel, au-delà du monde imaginaire que nous, ici, on peut avoir. Des fois, il faut des mesures fortes pour lutter contre des forces qui nous échappent, qui sont aussi très fortes, comme la force de se donner à la mort. Et donc, est-ce que j'ai encore le temps d'en parler d'une autre? Ou sinon, je donne la parole à Mathieu pour qu'il me... Oui? Non, j'ai un autre cas, si vous voulez. Non, c'est dans le même registre, mais il était un peu plus... Peut-être, pour commencer, ce que je voudrais dire, c'est faire peut-être le lien avec des interventions qu'il y a eu hier. Et faire apparaître, parce que là, finalement, tu nous as parlé, tu nous as fait enfiler la blouse, comme tu dis. Bon, moi, j'ai toujours lutté contre les blouses, mais ça, c'est encore un autre truc. Parce que plus il y a de blouses dans un service, plus il y a de pyjamas du côté des patients. Bon,
En tout cas, c'est ce que je pense. Et du coup, ce que je voulais faire le lien avec ce que j'ai entendu hier après-midi ici, il y avait panier à salade et puis il y avait une autre intervention, enfin une autre table ronde. En fait, là, on est dans la logique un peu du cas, de l'histoire individuelle. Ce qui est important, c'est de faire apparaître aussi les logiques systémiques. Ce que je raconte là dans le livre, je l'ai amené, je fais de la pub, comme ça mon éditeur il va être content. Puis on fait une signature à 17h en plus. Abolir la contention, c'est en fait, là-dedans je parle de deux trucs. Je parle du système contentionnaire, ce qui fait qu'à la fin des fins, il y a quelqu'un qui va être attaché sur le lit, avec des gens autour qui seront debout et qui l'auront attaché. Et tout comme on n'attache jamais seul, ce que tu as bien montré là, on ne détache, on n'attache pas jamais seul. Et seul, c'est pas juste une histoire de soignant, c'est aussi une histoire de système, c'est une histoire du corps psychiatrique. Moi, je le définis comme tel. Le corps psychiatrique, c'est ce qui va du haut des tutelles, Macron, ministre de la Santé, l'ARS, le directeur d'hôpital, jusqu'à l'ASH, l'agent de service hospitalier, qui a un pouvoir sur le patient. Et qu'en fait, c'est ce système-là qu'il faut mettre en question à tous les échelons. Parce qu'à la fin des fins, vous allez avoir des équipes qui vont être emmerdées avec des patients, parce que peut-être que la personne sera arrivée aux urgences parce qu'avant, il n'y aura pas eu des lieux d'accueil, de prévention, il n'y aura pas eu suffisamment d'hospitalité qui aura été faite, et la personne va arriver en décompensation. Mais cette décompensation, ce n'est pas juste le fait de sa pathologie, c'est aussi le fait de la surpathologie provoquée par les institutions d'accueil, de prévention, de soins, etc. Bon. Donc, l'histoire d'abolir la contention, en fait, derrière, c'est comment on pense le système contentionnaire et la culture de l'entrave. Parce que ce qui a été raconté hier, je crois que c'est Dominique Simoneau qui le racontait, c'est la question d'une sorte de culture de l'indignité, en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir que les gens soient soumis à un certain nombre de processus pour qu'ils rentrent dans l'ordre. Et c'est un petit peu ça qu'il s'agit de penser, en psychiatrie comme ailleurs. Et c'est un petit peu ce que tu racontes au début là, pour problématiser, c'est est-ce que c'est un soin ou pas ? En fait, le terme soin, et c'est ça que peut-être je voudrais vous faire passer, c'est que c'est un terme qui est problématique. Parce que... Il y a quelqu'un qui chante là. Ça chante, c'est moi, je sais pas. Le terme de soin, il est problématique parce que quand on est soignant, et Maria, là, tu l'as dit, on n'est pas là pour faire du mal aux gens. D'ailleurs, Hippocrate, c'est primum non nocere, quoi. Premièrement, ne pas nuire, quoi. Donc on essaye que ça soit ça un peu notre premier truc, quoi. Mais il se trouve qu'on va pouvoir faire tout un tas de choses, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs. Il n'y a qu'à voir les violences gynécologiques et obstétricales. C'est pas du domaine de la psychiatrie, c'est du domaine de la médecine. Donc il y a des fois, on peut faire ce qu'on appelle comme étant des soins où le vécu des patients va pas être celui de nous soignants. Et notamment dans la contention, les gens vont dire que ça les traumatise, voire ça les retraumatise. Par exemple, ce que tu dis là, ta patiente qui a subi des agressions sexuelles, des viols, etc., il va y avoir peut-être aussi une partie où, sans le savoir, elle va se refaire traumatiser comme elle a été déjà traumatisée pour la première fois. Alors ça, moins on a des dispositifs qui sont traumatogènes, qui provoquent du trauma, mieux c'est. Bon, parce que les patients, de toute façon, notamment les personnes qui ont le plus de difficultés, vont aller jusqu'à chercher des fois la pratique la plus contraignante dans un service. Je vous renvoie au livre d'Adèle Lyon, elle s'appelait Elisabeth, où son arrière-grand-mère se fait lobotomiser. Les patients eux-mêmes demandaient de se faire lobotomiser. Alors c'était 88% de femmes quand même, il y a un petit biais patriarcal, on va dire. Bon. Donc, quand on dit c'est du soin, on dit que c'est pour le bien de l'autre. Et ça, le grand public, bien entendu, il l'entend, quoi. Les médecins, normalement, et les soignants, ils ne sont pas là pour faire du mal. Bon. Alors, ce livre, il vient, et là, peut-être ça va plus vous intéresser sur la question vraiment du droit, c'est que, tu l'as dit, c'est légiféré depuis 2022. Mais, en fait, le 19 juin 2020, en même temps qu'il y a la recommandation en urgence de l'hôpital de Moisselles, que j'ai sollicité contre mon établissement, c'était le 19 juin 2020, il y a cette question prioritaire de constitutionnalité, où le Conseil constitutionnel dit c'est illégal, c'est inconstitutionnel, que les isolements, les contentions, il n'y ait pas un juge qui fasse... qui dise le droit sur est-ce que... qui contrôle, quoi. Bon.
Et alors, qu'est-ce que fait le gouvernement de l'époque ? C'était maintenant un médecin esthéticien qui s'appelle Olivier Véran, qui était ministre de la Santé, qui fait passer en douce dans la loi de finances de la sécurité sociale un petit mot comme ça en disant oui, faut mettre le juge des libertés, de la détention. Et puis c'est 2020, c'est la concorde nationale, on est en plein Covid, ça passe. Les avocats militants, les associations psychiatrisées font un recours. De nouveau, quelques mois plus tard, en avril 2021, patatrac, le Conseil constitutionnel redit c'est non constitutionnel, comment vous avez encadré l'isolement, la contention. Vous avez jusqu'au 1er janvier 2022 pour vous mettre en conformité avec la loi. Donc le Conseil constitutionnel dit ça à qui ? À l'État. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils refont le coup, notre médecin esthéticien, il refait le coup. Dans la loi de finances de la sécurité sociale de 2022, il passe un petit texte. Là, c'est plus la concorde nationale, on est en octobre 2021, et on dit c'est un cavalier législatif. On n'a pas le droit de passer une loi sur les pratiques dans une loi de finances. Vous entendez bien que la contention pratique, on entend bien aussi la contention financière derrière. Bon. Et là, c'est plus la concorde nationale, c'est considéré comme un cavalier législatif. Et au 1er janvier 2022, aucune loi n'encadre l'isolement et la contention, alors que le législateur était obligé de le faire. Pendant 3 semaines, il y a un vide juridique. Donc s'il y a des patients qui vont voir les avocats, qui portent plainte, puisque ce n'était pas encadré. Et le 22 janvier 2022, il y a une loi qui encadre la contention et l'isolement. Et vous savez, c'est dans quelle loi ? C'est dans la loi sur le pass vaccinal et modifiant un article du Code de la santé publique. 22 janvier 2022. C'est à partir de là où c'est encadré et il y a eu de nouveau une QPC mais qui n'a pas donné. Bon, bref. Et en fait, en 2021, quand de nouveau il y a une QPC, puis 2022, de nouveau il va y avoir une QPC, moi je vais voir mes copains de Libertalia, là, et puis je leur dis, il faut quand même qu'on fasse un livre pour poser la question qui n'a pas été posée, notamment dans les débats législatifs, qui est, est-ce que c'est, oui ou non, un soin ? Et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, depuis 2016, rend des rapports en disant il n'y a aucun article dans la littérature scientifique internationale qui dit que c'est un soin. Comment ça se fait que les psychiatres disent que c'est un soin ? Que ce soit une mesure de contrôle, une mesure de sécurité, etc., c'est une chose. Oui, on peut avoir des pratiques de mise en sécurité des gens. Mais de dire c'est une mesure de sécurité parce qu'on ne sait pas comment faire autrement et en attendant qu'on puisse faire autrement, on attache les gens, ça je peux l'entendre. Par contre, qu'on dise c'est un soin, là ça me pose plus de questions. Et alors attention, j'ai bossé pendant 15 ans à l'hôpital public, j'ai été médecin-chef d'un secteur, on n'attachait pas, les portes étaient ouvertes, etc. Donc je connais l'histoire aussi, les patients là, je les ai eus aussi. La question, c'est comment on fait pour essayer de s'en passer ou pour essayer de ne toujours pas y avoir recours. Et ça nécessite une culture d'équipe et de travail. Bon. Donc là-dessus, le débat, finalement, le livre a permis que s'ouvre ce débat, mais pas que le livre, parce qu'en même temps, il y a une étude hyper importante qui s'appelle l'étude PledCare, qui a rendu son rapport là, le 5 juin à Saint-Cyr-du-Mont-d'Or, là, du côté de Lyon, qui est une étude multicentrique qui a été faite sur plusieurs lieux d'hospitalisation en France. Et en fait, ils sont partis du constat, comment ça se fait qu'il y a 15% des établissements, des services psychiatriques publics qui n'attachent pas ou attachent très peu, probablement comme ton service, là, vu vos moindres recours, et que 85% attachent tout le temps, voire attachent trop. Et comment ça se fait que dans la culture de l'entrave actuelle, les équipes qui attachent beaucoup disent aux équipes qui attachent peu, vous devez vous justifier, vous n'avez pas les mêmes patients que les autres, exactement les mêmes choses qu'on a entendues hier par rapport à la prison ouverte sans mur, où il y a une journaliste là, de Street Press, je crois, qui disait il y a une prison qui a été construite sans mur avec liberté de circulation, etc. Mais c'était Belloubet qui avait mis en place ça, et puis il n'a pas fallu que ça apparaisse parce que le grand public, l'opinion publique ne le comprendrait pas, etc. Donc on a remis des murs, etc. Nous, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que cette culture de l'entrave, elle implique que les gens qui font autrement, depuis des lustres en plus, je prends 2 exemples que je raconte dans le livre. L'exemple de l'hôpital de Laragne à Gap. Laragne, ça fait 40 ans, 50 ans même, qu'ils n'ont pas de chambre d'isolement. Ils n'ont pas de contention, pas de chambre d'isolement. C'est un hôpital psychiatrique qui est à Gap, qui reçoit les mêmes patients que tout le monde. Et ils ont milité au moment où Sarkozy, en 2008, fait débloque 70 millions pour reconstruire des unités pour malades difficiles, des bracelets GPS pour les patients. Je ris, chez Nicolas.
Voilà. Et à ce moment-là, eux, ils refusent les chambres d'isolement. Ils disent non. En fait, on fait 100, donc on peut continuer à faire 100. Nous, dans le service, on n'a pas réussi à faire 100 chambres d'isolement. Donc voilà, je ne sais pas si on aurait pu faire 100. En tout cas, on n'a pas réussi. Bon. Et eux, ils arrivent à faire 100. Et ils ont les mêmes patients qu'ailleurs. Et alors, l'étude PlaidCare, elle montre ça, qui est vachement intéressant. C'est que les patients, c'est les mêmes que les autres. Les quartiers nord de Marseille, en ce moment, ils sont en train de faire un travail pour faire sans isolement. On ne peut pas dire qu'en termes de dangerosité, entre guillemets, criminologique et psychiatrique, ça soit moins qu'à Orléans, à Fleury-les-Aubrais, par exemple, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le contrôleur général des lieux de privation de liberté dit la même chose, dit mais nous, à partir du moment où il y a des équipes qui arrivent à faire autrement, que les équipes qui n'arrivent pas à faire autrement expliquent pourquoi. Et là, il y a un argument syndical qui est nécessaire mais pas suffisant. L'argument, c'est qu'il y a plus de contention parce qu'il y a moins de moyens. C'est vrai, mais pas que. Et alors, pourquoi c'est vrai, mais pas que ? Parce que je vous renvoie au documentaire maintenant interdit, mais que vous pouvez trouver sur YouTube en langue allemande, qui s'appelle Sainte-Anne Hôpital Psychiatrique. C'était en 2011. Il n'y avait pas encore ça commençait, la T2A, la réforme Bachelot, etc. Mais il y avait encore du monde dans les services et il y avait des contentions. En fait, la culture de l'entrave, elle est revenue progressivement à mesure aussi que la société promouvait un imaginaire sécuritaire qui nous traverse toutes et tous. L'emmurement du monde, le fait qu'il y ait de plus en plus de murs entre les États, ça fait qu'il y ait de plus en plus de chambres d'isolement aussi et de plus en plus de dispositifs de contrainte. Bon, donc ça, on peut dire que c'est des sangles du système contentionnaire. C'est pour ça que c'est vachement important, je pense, en tout cas moi le livre je l'ai écrit dans une optique, c'est pas de dire il y a les méchants qui attachent et les gentils qui attachent pas, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire en fait comment on peut se mettre dans une culture de soins qui peut un petit peu se dire est-ce qu'on peut essayer de faire autrement ? Vous voyez, je dis même pas est-ce qu'on peut faire autrement, essayer de faire autrement. Parce qu'au fond, il y a plusieurs destins à la honte. Et je vais terminer là-dessus parce que je crois que j'ai à peu près dépassé. En fait, quelqu'un qui se fait attacher, d'ailleurs j'ai présenté le livre dans pas mal de lieux invités par des groupes d'entraide mutuelle, des patients, des associations comme ça, et où les patients disent, les personnes psychiatrisées, usagées, enfin ils s'appellent comme ils veulent, quoi, ils disent moi j'ai été hospitalisé, j'ai été contentionné, et en fait c'était honteux pour moi, du coup je ne le racontais pas. Bon, alors maintenant, d'abord, je ne savais pas que ça existait encore en psychiatrie, le fait qu'il y avait des sangles. Bon, maintenant, je l'ai appris, à mon corps défendant. Et 2, c'était tellement honteux que j'en parlais pas en sortant. Alors du coup, il y a certains qui m'ont dit, on a offert votre livre à nos proches pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on a vécu, parce que le livre, il s'ouvre par des témoignages de premiers concernés. Bon. Ça, c'est la première chose. Mais du côté des soignants, c'est pareil. Parce que la première fois que vous attachez, vous êtes face au dispositif de désubjectivation. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien avec ça. Ça ne vous fait pas plaisir de contraindre quelqu'un. Et alors là aussi, moi, je ne suis pas contre la contrainte. Je dis que la contrainte, c'est ce qui peut permettre le soin, mais je dis que la contrainte, ce n'est pas du soin en tant que tel. Par exemple, hospitaliser quelqu'un sans son consentement dans le moment où il n'est pas consentant, bien entendu qu'il faut le faire. Médiquer quelqu'un alors qu'il n'est pas d'accord et qu'il va se foutre en l'air ou foutre en l'air quelqu'un, on le fait. Mais par contre, la question, c'est de se dire, on est en attente, le soin, c'est quoi ? C'est comment on va rentrer en relation avec la personne et comment on va aller dans les enfers avec lui pour essayer que la vie vaille la peine d'être vécue pour lui, quoi. Et avec son milieu, avec ses proches, quoi. Et qu'il va y avoir tout ce travail-là sur le milieu qui va devoir se faire. Et que c'est, au fond, ça, ce qu'on pourrait appeler des soins, c'est-à-dire une dimension relationnel, où la personne et son milieu vont pouvoir se créer des normes de vie vivables, quoi. Et ça, on ne peut pas le savoir par avance. Voilà, c'est à peu près ça que je définirais, moi, comme étant des soins. Bon. Alors du coup, si j'en reviens à cette histoire de culture de l'entrave, etc., le destin de la honte. Quand quelqu'un, les soignants, notamment les jeunes qui attachent, et notamment les infirmiers ou les aides-soignants qui sont au plus près du corps des patients, parce que les psychiatres, ils prescrivent, mais ils sont plus ou moins là dans la scène où ça attache. Petite, quand même, complément de ce que tu as dit,
Là, on parle que de la contention qui est encadrée légalement, qui ne se passe que dans les services de psychiatrie adultes. Et ça ne parle pas des services de pédopsychiatrie, ça ne parle pas des urgences, ça ne parle pas des EHPAD, ça ne parle pas des foyers, ça ne parle pas des ambulances. Tout ça, ce n'est pas encadré légalement. Le seul lieu où elle est encadrée légalement, c'est dans les services de psychiatrie adultes. Donc pas dans les urgences, d'accord ? Donc les chiffres que tu as donnés, c'est des chiffres que pour les services de psychiatrie adultes. Mais, et par ailleurs, il y a un rapport de l'Agence nationale de la sécurité du médicament qui fait quand même état de 42 morts entre 2010 et 2019 de contention dans les EHPAD et dans les hôpitaux psychiatriques. 42 morts déclarés. Donc ça tue quand même aussi, il faut le dire. Donc, destin de la honte, les gens, ils sont face à ça, et ben en fait, ils sont dégoûtés, et puis ils arrêtent de faire de la psychiatrie, ou ils arrêtent de faire de l'intra-hospitalier, ils vont travailler dans d'autres endroits de psychiatrie, ou ils arrêtent même de faire soignant, et ils vont faire autre chose. Bon. Ça, c'est un destin de désertion, on peut dire. Il y a un autre destin qui est minime, mais qui existe aussi, c'est les sadiques. Tout comme on a parlé hier des matons sadiques, des directeurs sadiques, des psychiatres sadiques, etc., des infirmiers sadiques, ça existe aussi. Le fait d'être anesthésié, ce qu'on a dit ce matin, là, ce qui a été dit par rapport à Guantanamo, le fait que les gens ne se rendent plus compte, c'est ça la culture de l'entrave, ils ne se rendent plus compte dans quoi ils sont les mains dans le cambouis, comme on dit. Ils n'ont plus le recul nécessaire, ils sont anesthésiés, mais ce qui va avec l'anesthésie, c'est la désensibilisation. Et ce qu'une féministe argentine, Rita Segato, développe comme étant la pédagogie de la cruauté. Elle parle de ça autour des féminicides en Argentine notamment, bon, et au Mexique. Bon, alors ça anesthésie, ça désensibilise, et du coup ça fait que c'est le métier qui rentre. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est le métier qui rentre. Et donc ça désensibilise, ça nous désensibilise à dire, en fait, on peut essayer de faire autrement. Et le troisième destin de la honte, c'est comment, collectivement, on va se poser la question collectivement. C'est une question de collectif de soins. Et dans le collectif de soins, il y a aussi les patients. Parce que toutes les expériences, quelles que soient les méthodes ou les techniques de soins, les courants de pensée, etc., c'est le Conseil de l'Europe qui a fait un tour de l'Europe de ça, raconte bien que si vous voulez modifier une culture de soins, créer une contre-culture à la culture de l'entrave, il faut qu'il y ait un leadership, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui portent à tous les échelons des hiérarchies, qui portent le fait qu'on va avoir un moindre recours à la coercition. Il faut que les patients hospitalisés, les premiers concernés, assistent aux réunions, donnent leur avis et que leurs paroles soient transformatrices de ce qui se passe. Parce que sans ça, on va se raconter des trucs, nous, entre soignants, mais on ne va pas être suffisamment altérés parce que les patients nous racontent de leur vécu. Donc vous voyez, là, quand on fait ça, on fait apparaître un autre corps que le corps physique attaché du patient, on fait apparaître le corps vécu. C'est-à-dire comment les gens vont dire ce qu'ils ressentent. Et ça va permettre aussi aux soignants de parler aussi de leur corps vécu. Comment, quand ils attachent, ils sont tremblants, ils ont voilà, les gens vont commencer à mettre en circulation des trucs comme ça. Et donc ça va nécessiter du temps. Parce que vous entendez bien qu'abolir, il y a une dimension peut-être aussi de imaginaire. Quel imaginaire de soins, mais quel imaginaire de société on porte, quoi. Est-ce que c'est un imaginaire rabougri à la Retailleau-Taille-Toi, ou est-ce que c'est un imaginaire d'émancipation, quoi. Et l'émancipation, c'est un combat de tous les jours, mais c'est un combat aussi à l'intérieur de nous. Parce que quand vous êtes avec, et tu l'as cité par exemple Maria, là, avec des patients qui délirent le monde, qui vous attaquent psychiquement, parce que ça nous renvoie aussi à nos zones de folie, à nous toutes et tous, faut tenir bon, et puis il faut essayer d'avoir des retours collectifs sur comment on peut supporter ensemble la destructivité. Bon. Et ça nécessite qu'il y ait du collectif. Donc quand vous avez une organisation de l'État et de la société qui détruit les collectifs de travail, je ne vous fais pas tout le tableau du néolibéralisme qui détruit les collectifs de travail, il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans le travail, que ce soit dans le public ou salarié ou autre, ou à l'usine. Bon, voilà, tout le monde est mis en concurrence les uns avec les autres. C'est tout ça qu'il faut reprendre. Mais ce qu'il faut dire aussi, je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui en France, il y a des services qui sont en train d'arrêter d'attacher les gens. Aujourd'hui. Alors que la psychiatrie publique est défoncée par l'État
depuis 30 ans maintenant, et là c'est de plus en plus grave, il y a des gens qui tiennent bon, mais ils tiennent bon toujours collectivement. Et avec, je cite cette dernière chose, à Marseille par exemple, là, puisque vous êtes de Marseille, il y a tout un travail qui est fait dans les hostos, là, bon, Valvert depuis longtemps, et puis là, Édouard Toulouse, ils essayent, pour faire une politique institutionnelle de moindre recours. Bon, en ce moment, l'UNAFAM, la grande association de familles, elle a édité un manuel, là, il y a un mois, même pas, pour abolir la contention. Alors, j'étais très content de ça, c'est super. Abolissons la contention. Donc, au niveau de la bataille culturelle, en fait, on est en train de la gagner. Mais il ne faudrait pas qu'on la gagne sous prétexte de... En fait, ceux qui attachent, c'est les mauvais. Et puis, on n'a pas besoin de leur donner plus de fric, parce qu'en fait, c'est un problème d'organisation, ce n'est pas un problème de moyens. Parce que ceux qui disent ça, c'est quand même l'Institut Montaigne et Fondamental, là, le think tank néolibéral qui a bien ses amarres en psychiatrie. Ils disent filez-nous le fric, puis on va continuer à créer un marché de la e-santé mentale, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça détruit les institutions et les services publics. Et ça continue de néolibéraliser les services publics. Donc c'est tout ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive collectivement à mettre en question et puis à lutter contre ces saloperies, quoi. Voilà. On va passer au tour de questions ou aux remarques, puisque ce n'est pas souvent des questions. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une expérience assez longue en psychiatrie, en tant qu'infirmière psychiatrique et ensuite en tant que psychologue à l'hôpital psychiatrique également. J'ai démarré dans les années 85-87. J'étais infirmière DE. C'est les premiers temps où on accueillait des infirmières non psychiatriques. Et j'ai rencontré vraiment une culture de l'humain, de la clinique. Et j'ai tout appris là-bas. C'est-à-dire que les réunions avec les patients, les temps de réflexion sur la clinique, les accompagnements. Et je n'ai jamais vu de contention. Et un jour, un ancien infirmier me raconte que dans le temps, il y avait des contentions. Mais moi, de tout mon temps d'infirmière, j'en ai jamais vu. On n'en a jamais utilisé. De temps en temps, une chambre d'isolement qui n'était pas une chambre d'isolement, qui était juste une chambre pour contenir 1 heure ou 2 une personne qui n'allait pas bien, mais on restait avec elle, on l'accompagnait. Donc, voilà, j'ai connu ça. Et ensuite, je suis devenue psychologue. Et j'ai appris voilà, que dans les services, je suis devenue psychologue dans les CMP, que dans les services, à Montfavet, on attachait de plus en plus. Ça m'a vraiment très marqué. Et ce que je voulais témoigner aussi, c'est que j'ai vu des équipes qui travaillaient donc de façon institutionnelle, en équipe, réfléchir avec un apport clinique, une connaissance, une passion de savoir qu'est-ce qu'un malade ressent, qui il est, quelle est son histoire. Et c'est des équipes qui étaient heureuses parce que c'est passionnant. Donc les équipes infirmières étaient très, très, très dynamiques. Et je suis retournée dans un service où voilà, ça avait beaucoup changé. Contention, plus du tout les mêmes médecins, plus du tout de pratiques institutionnelles. Et ce sont des équipes qui ont très, très peu de connaissances parce que les études d'infirmières psy ont été complètement balayées. Ils ont très peu d'heures de psy. Et en plus, ils ont peur. On leur donne la culture de la peur. Maintenant, il y a un patient qui va arriver, qui va être un peu nerveux, un peu délirant, mais ça c'est normal dans un service, voilà. Et bien tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton d'alarme et il y a des infirmiers ailleurs un peu gros bras qui arrivent pour calmer. Ben non, avant c'était un patient n'était pas bien, il était angoissé, on l'entourait, on lui parlait, enfin c'était la relation humaine qui faisait contention. Je sais que quelquefois, effectivement, des cas, mais très très infimes, peuvent avoir besoin de contention. Mais c'est comme les enfants hyperactifs. Maintenant, ils sont tous hyperactifs. Voilà. Donc, ça devrait être très léger, à mon avis. Merci. Merci pour votre témoignage. Qui est très riche et puis qui témoigne aussi de la psychiatrie, une psychiatrie que moi je n'ai pas connue. Je travaille avec une équipe qui est très jeune, des bébés qui sortent des bancs de l'école, qui viennent des fois avec des représentations
complètement folle du malade et avec cette peur dont vous parlez. Et j'ai pris cette habitude un peu paternaliste, mais je l'assume, de les paterner au début et de leur dire, de poser toujours cette question. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que ça fait vivre avec des voix? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que ça fait avoir le sentiment, ce que c'est, ce qu'un patient psychotique ressent, que tous les gens qui le regardent cherchent à lui faire mal, à le tuer, être menacé. Alors mettez-vous à leur place et réfléchissons à la prise en charge à partir de ça. Je vais passer beaucoup de temps à parler avec ces infirmiers parce que c'est eux qui sont au quotidien avec le patient, c'est pas moi. Moi, je suis dans mon bureau, j'interviens des fois, mais c'est eux qui vivent au quotidien. Et en effet, c'est très important qu'ils puissent avoir la formation théorique, qu'on puisse les encadrer, les mises en contention qu'on fait et qui sont en effet minimes, mais qui existent et pour des raisons qui me paraissent toujours cliniques, on les fait après avoir parlé avec l'équipe, parlé avec le patient. Ça, on le fait. Ce qu'on fait d'ailleurs aussi pour chaque patient qui a été isolé et contenu, c'est qu'on fait un entretien où on reparle avec lui. Mais lorsqu'il est dans un état où la parole a sa fonction de transmission et de lien. Et on parle et on lui dit « Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je comprends, je m'excuse. Je l'ai fait pour. » Des fois, ça marche et le lien se rétablit. Des fois, ça prend du temps. Mais c'est très important, oui, de parler, de prendre du temps avec les patients tout autant qu'avec les équipes pour que ça... Je n'ai même pas fait ma blague de fond. Voilà. Moi, si je peux juste dire un mot, c'est un truc que je n'ai pas dit, et vous l'avez vu dans la discussion, il y a un amalgame permanent entre contention et contenance. Alors, amalgame que je dénonce, que je déconstruis dans le livre, parce qu'en fait, c'est deux champs sémantiques qui sont différents. Alors, je nuance quand même, parce que dans le livre, on m'a fait une remarque, donc je vous la livre. En fait, contention, ça vient au niveau latin, c'est la tension, quoi, alors que contenance, c'est de maintenir uni, maintenir rassemblé. Ça, c'est d'après le Littré, mais d'après l'Académie française, en fait, les racines seraient à peu près les mêmes. Donc, on m'a fait cette remarque-là. Ceci dit, au niveau de l'usage conceptuel, la contenance, ça venait des pratiques psychanalytiques, et notamment autour des bébés et de la pédiatrie. Vous avez des gens comme Winnicott et puis d'autres, Anzieux, qui disaient en fait la fonction contenante, c'est comment le bébé peut se créer un corps et comment, avec le holding, le fait de porter le bébé, de lui donner des soins, etc., il va se créer une représentation de lui-même. Et en fait, la fonction contenante, c'est comment on va pouvoir l'aider à se fabriquer un corps. Et en fait, les arguments de mes collègues psychiatres universitaires dans un article de 2017, la Pellissolo et Le Boyer, qui sont fondamentales, notamment pour Le Boyer, ils disent oui, la contention, c'est faire contenance. Alors moi, je suis radicalement contre ça, parce que de dire ça, on utilise un concept issu, on peut dire, de la relation, de pratiques plus ou moins émancipatrices, pour en faire un concept de sécurité. Et alors, moi, je suis vraiment pour distinguer contention d'un côté et contenance de l'autre. C'est-à-dire, on contentionne les patients, et pour moi, je pense que la contention décontenance le soin. Vous voyez, voilà, je voulais juste vous dire ça parce qu'au niveau étymologique, c'est flou, la séparation, mais je pense qu'au niveau des pratiques, il faut qu'on arrive à dire contention d'un côté, c'est une mesure de sécurité, ok, et contenance, c'est pris dans une relation, dans une dynamique de fonction où on va aider la personne à se construire ou à se reconstruire. Merci. Je voudrais juste remettre alors un tout petit peu de complexité sur contenance, contention. À la radio suisse romande où j'ai travaillé quelques années, je me souviens d'un magnifique reportage réalisé par un confrère, Arnaud Robert. Il a passé une semaine à l'hôpital de Malévo, qui est un hôpital psychiatrique du canton de Vaud, un hôpital ouvert. Et notamment, il a passé toute une nuit avec l'équipe de garde. En début de nuit, il y a un patient qui a décompensé, qui s'est évadé, enfin qui est sorti de l'hôpital, il n'est pas fermé à clé. Et toute la nuit, les policiers ont essayé de le rattraper. Ils l'ont ramené au matin. Il était très agité.
Arnaud était avec son micro très très près de la bouche du patient, qui était incohérent, mais dans son incohérence, il demandait le froid. Et en fait, on lui a fait une camisole gelée, c'est-à-dire qu'un espèce de grand manteau attaché autour de son corps, qui était réfrigéré. Et c'était spectaculaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'image, mais dans le son, cet homme s'est complètement affaissé, son souffle s'est calmé, il disait son bonheur d'être contenu. Voilà, donc c'était juste pour remettre un peu le bazar dans votre... Ça remet pas tellement le bazar parce que dans le livre, je raconte aussi des pratiques d'enveloppement, ce qui a été décrié, le packing comme étant une torture, etc. Et ce qu'on faisait dans le service, mais qui était toujours à la demande du patient, c'était parce que c'est là aussi un truc incroyable, ce qu'on a vécu dans la société française, c'est que le packing a été considéré comme une torture, notamment par les associations, certaines associations de familles d'enfants autistes. Alors le packing, c'est les enveloppements dans des draps, et notamment dans des draps humides, froids, comme vous décrivez. Nous, on ne le faisait pas comme ça, mais on faisait autrement, avec des draps secs, etc. Bon. Mais c'est un soin psychothérapique où on va être 3-4 autour du patient, on va lui demander son accord, il peut toujours s'enlever des draps, et on va le masser et lui parler pendant 3/4 d'heure. Alors je raconte 2 histoires dans le livre, notamment un patient qui est en chambre d'isolement, je suis appelé un samedi matin de garde, il faut l'attacher parce que c'est dans un autre service. Et en fait, bon, je vous passe l'histoire parce qu'elle est un peu longue, bon. Mais à la fin des fins, on se regarde avec des collègues du service qui étaient formés au PAC, et puis on se fait le geste comme ça, et si on le paquait, le patient, on lui dit « Est-ce que vous voudriez qu'on vous fasse un massage dans un drap ?» Il dit « Ok ». Il se met sur le lit de la chambre d'isolement, on l'enveloppe dans le drap, et puis on commence à le masser. Moi, j'étais au visage, là, je le massais comme ça, mes collègues au bras, aux jambes, il se détend. Et puis, à un moment donné, tout le monde disait oui, il s'est agité parce que c'est comme ça, comme il est autiste, un peu plus psychotisé, il a ses moments, ses pulsions. Et moi, toujours, je pense à la question, mais qu'est-ce qui l'a rendu comme ça ? Parce que peut-être qu'il est agité parce qu'il y a quelque chose. Bon. Et puis, ce patient, moi, je savais qu'il aimait bien les voitures, parce que quand je venais le samedi matin faire des gardes, et que je devais prescrire les chambres d'isolement, j'allais le voir, et puis il aime bien les voitures, donc voilà. Et on parlait de voitures, il me demandait la bagnole que j'avais, tout ça. Bon. Et pendant qu'il était dans le drap et qu'on le massait, on entend le klaxon d'une voiture dans le parc de l'hôpital, et je lui dis, tiens, quelle voiture ça pourrait être ? Et puis là, il dit, voiture, maman. Ah bon, votre mère, elle a une voiture ? Voiture, maman. Et là, il y a une infirmière du service qui était en train d'éponger la merde sur les murs, qui dit, mais c'est vrai que sa mère, elle devait venir mardi, et puis qu'elle n'est pas venue, qu'on n'a pas de nouvelles. Bon, et là, on peut construire le fait que ça se trouve, l'agitation, c'est pas juste ses pulsions parce qu'il est autiste ou je sais pas quoi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, où il a un sentiment de trahison, de perte ou machin, et en fait, cet enveloppement a permis de remettre de l'histoire là où il y avait juste de l'agitation. Bon, après ça, on est sorti, il s'est désenveloppé lui-même, j'ai augmenté un peu les médicaments, machin, il n'a pas été réattaché pendant 2-3 jours, et l'équipe s'est dit, tiens, comment est-ce qu'on peut être formé au massage enveloppant ? Ils avaient dit ça comme ça. Et puis bon, un peu plus tard, il a été réattaché, parce que c'est un patient connu du service, c'est une sorte d'analyseur et de cristalliseur institutionnel de toutes les défaillances, quoi. Donc bon, quand c'est comme ça, c'est mal engagé, mais bon, il faut essayer, quoi. Alors là, tu fais référence au cas d'un patient autiste adulte, c'est ça ? Qui s'est schizophrénisé un peu. Ok. Parce que c'est une question que je me pose. Est-ce que pour le patient schizophrène, où la parole n'est plus possible, où la parole devient une menace, où la proximité de l'autre peut être envahissante et menaçante, est-ce qu'on peut oser poser des mains sur lui ? Est-ce que 5 mains posées sur un être humain peuvent le calmer ? Je pense qu'on l'a déjà essayé dans le passé. Ça a dû être quelque chose. Et que l'expérience, en tout cas ma petite expérience, parce que je suis un peu plus jeune, montre que ça ne marche pas tant que ça. Lorsque la parole, le lien... En fait, ça dépend comment on le fait, ça dépend de l'ambiance du service. En fait, ça dépend aussi de soi, comment on s'appuie sur l'intérieur de soi, sur ce qu'on a connu. Tout ça, moi je fais plein de formations justement à ces histoires-là d'enveloppement et compagnie. Et en fait, ça dépend comment l'équipe vont considérer aussi le corps du patient. Et comment on va être à la juste distance, bonne proximité, bonne distance. Ça va dépendre de tout un tas de trucs. Et en fait, moi je pense qu'en tant que psy, il faut qu'on évite de se dire c'est le patient qui est impossible parce qu'il est trop fou. En fait, c'est l'inverse. Il faudrait mieux qu'on se dise qu'est-ce qui, en nous, en tant que soignant, on n'arrive pas à faire autrement. Comment on fait pour faire autrement, quoi ?
Et c'est plutôt que de faire porter le truc sur les troubles du patient, faisons porter ça sur nous, quels sont nos troubles à l'intérieur de nos équipes pour traiter le corps de telle ou telle façon. Et je t'assure, moi j'ai une autre expérience avec un patient en bouffée délirante aiguë que je raconte aussi dans le bouquin, où le gars il était attaché machin, et ben on a pu faire autrement, etc. Mais parce que c'était collectif, qu'on avait une habitude de ça, et on ne peut pas faire les choses tout seul. Voilà, c'est ça que je veux. C'est collectif à chaque fois. Ça marche ou pas? Ah oui. Bonjour, je suis pédopsychiatre et je travaille dans un hôpital de jour justement pour adolescents, jeunes adultes autistes, dont quand même 2/3 n'ont pas du tout de langage verbal et un certain nombre ont des symptômes hétéro- et auto-agressifs assez massifs. Pour le coup, moi, je connais aujourd'hui ce que vous avez connu, vous. C'est-à-dire que j'ai pu constituer au fur et à mesure une équipe pluridisciplinaire avec laquelle on est extrêmement liés et soudés. On s'entend très bien, on parle beaucoup, on réfléchit beaucoup ensemble. Et on est d'ailleurs très heureux, et les patients, les patientes aussi, de se retrouver chaque jour. Alors, on n'a pas, évidemment, on doit se justifier très régulièrement de ne pas utiliser les nouvelles techniques innovantes qui sont absolument terribles, papoose-board, bouclier anti-patient, etc. Enfin, tout ce qui est préconisé pour les personnes autistes avec des symptômes hétéro-agressifs aujourd'hui. En fait, ce que je trouve délicat dans les récits que vous faites, dans les récits cliniques que vous faites, c'est qu'on entend bien comment l'ordonnancement même des pratiques dans votre service, qui est globalement la manière dont on nous demande de travailler depuis des décennies maintenant, qui a un retour de l'objectivisme médical, qu'après un moment de grande ouverture, on est à nouveau dans une approche très essentialisée de la personne et de la psychiatrie. On pense au corps, au cerveau, aux psychotropes, et puis globalement, dans les services, c'est à nouveau très disciplinaire, c'est un peu chacun à sa place. On entend bien dans ce que vous dites, moi ça me fait toujours penser au village de Schtroumpf. Donc il y a le Schtroumpf à lunettes, il y a celui qui a la blouse blanche, qui est dans son bureau, il y a le Schtroumpf infirmière qui est sur le terrain avec les patients, et puis le Schtroumpf patient, et puis voilà. Alors effectivement, quand c'est chacun à sa place, et que quelque part, on ne s'articule pas entre nous, on n'est pas vraiment liés, sauf de manière assez artificielle, et bien peut-être que quand certains et certaines patientes qui de toute façon vont toujours aller jusqu'au bout de ce qui est possible, et si ça doit aller jusqu'à la lobotomie, ils demanderont la lobotomie. Winnicott l'écrivait déjà. À un moment, il y avait la psychiatrie gynécologique, on retirait l'utérus des femmes schizophrènes. Il y en a qui le demandaient. Donc de toute façon, oui, ça fera ça. Donc globalement, je suis quand même en désaccord avec le fait que la psychiatrie n'aurait à voir qu'avec la parole et que la fonction du ou de la psychiatre serait un petit peu comme dans la confession, quoi, de faire dire mais pourquoi, dans le fond, pourquoi vous voulez mourir, quelle est la raison pour laquelle vous allez mal. Quelque part, pratiquement, je pense que ça, c'est qu'une toute petite partie du travail. Et je trouve que, pour le coup, moi, je travaille beaucoup avec des personnes non verbales, vraiment pas du tout de langage verbal. Et j'ai passé des heures à juste être avec eux, à côté d'eux, à plusieurs, dans la même pièce, et essayer de sentir, ressentir, éprouver ce qu'elles-mêmes et eux-mêmes éprouvaient. Je pense qu'une énorme partie de notre travail est en fait dans l'être avec et dans le faire avec les patients, et avec les patientes, et avec les collègues, et que tout ça crée une ambiance, et puis qu'on se partage entre nous ce qu'on a vécu, et qu'on essaye de désamorcer nos contre-attitudes. Et globalement, plus on connaît les patientes et les patientes, plus on arrive quand même à trouver comment faire autrement. Voilà. Je crois pas qu'on ait ni besoin d'être dans notre bureau, ni besoin de faire parler tout le temps. Moi, je fais des groupes thérapeutiques, je sors le soir avec les patients, on va au théâtre, on fait des trucs, on fait des fêtes, je mange avec eux, et je trouve que je fais mon métier comme ça. Je voulais juste vous faire quelques précisions par rapport à mon village de Schtroumpf, où on mène depuis maintenant 2 ans des vrais travaux d'investigation pour nos patients. On fait des enquêtes, des véritables enquêtes familiales, où on contacte tous leurs médecins depuis la jeune enfance jusqu'au présent. On parle non seulement avec les partenaires, mais les parents, les sœurs, les frères, les ex-compagnes ou les ex-compagnons, pour essayer de comprendre, non pas pourquoi, là, le jour J, ça qui arrive, mais comprendre leur vie, leur histoire de vie, leur fonctionnement. Et oui, il faut aussi être dans le bureau, le psychiatre, pour faire ces mots, on a besoin. Pour faire les certificats, on a besoin, pour faire les prescriptions.
mais on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Il y a une partie de mon équipe d'ailleurs qui est aujourd'hui ici, parce que j'ai sincèrement pas du tout l'impression que je peux comprendre tout à moi toute seule. Au contraire, mon travail, c'est de réussir à faire travailler plusieurs personnes ensemble et qu'on soit tous ensemble pour aider le patient. On est un village de Schtroumpfs, mais la blouse, je la porte jamais, pour tout vous dire. Je m'excuse pour tout à l'heure. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir organisé un débat contradictoire. Je trouve que c'est une super idée. Et je vais souligner quand même que même si je ne partage pas l'entièreté de vos idées, madame, je vous félicite d'avoir pris la parole dans un endroit comme ça avec, vous le savez sûrement, une majorité de gens qui ne partagent pas vos idées. Je trouve ça très courageux. Et j'avais une question. Vous avez parlé, surtout en propos introductif, d'un encadrement juridique avec, par exemple, les QPC et autres. Mais est-ce que cet encadrement se résume simplement à l'accord du JLD lorsque la contention dure plus de 48 heures? Ou est-ce que, par exemple, le patient peut avoir des recours? Est-ce qu'il y a une durée maximale mise par la législation? Est-ce que chaque contention suppose de la sédation pour rendre peut-être le traitement plus digne? Ou est-ce qu'il y a vraiment un flou juridique, un blanc juridique terrible? Tu veux? Ouais. C'est bon là? Ouais. Plusieurs choses. En fait, il y a de plus en plus de contention parce qu'il y a aussi de moins en moins de sédation. Je vous raconte une histoire. Dans l'hôpital où je travaillais, Moisselles, il y a une jeune femme qui avait 18-19 ans, c'était dans les années 2003-2004, elle s'appelait Florence Eden, sa mère a écrit un livre là-dessus, qui est morte en chambre d'isolement, hyper sédatée. Il y a eu un procès, machin. Bon, les médecins ont été condamnés en première instance et puis finalement ils ont été relaxés en appel. Bon. Et en fait, ça créait dans cet hôpital une tradition de il vaut mieux la contention plutôt que la sédation. Alors, par exemple, moi, dans ma balance bénéfice-risque à moi, non, je préfère sédater quelqu'un très fort au début et puis de lever la sédation le plus vite possible. Des fois, ça prend plus de temps, des fois. Bon, mais en tout cas, tout soit remanié. Donc, il n'y a pas d'équivalence. Et puis, il y a des fois, c'est fromage et dessert. C'est isolement et sédation chimique très forte et contention. Bon, alors, vous voyez, ça dépend. Sur la question de la loi, l'encadrement, c'est en fait le JLD doit être saisi au bout de 24 heures de mesures pour les contentions et au bout de 48 heures. Dans la loi, il est dit c'est un dernier recours. J'ai dit une connerie, Poli. Oui, 48 heures pour l'isolement. 24 heures pour la contention, 48 heures pour l'isolement. Je me dis des trucs dans la tête, ça sort pas directement, c'est vrai. Vous pouvez pas lire dans ma tête, vous n'êtes pas psychiatre. Bon, du coup, en fait, c'est ce que tu as dit, hein, qu'on lit dans la tête. Et du coup, 24 heures donc, et c'est considéré, il faut que ce soit une mesure de dernier recours. Donc normalement, si vous avez des avocats qui font leur travail, il faut que les avocats ils puissent voir est-ce que le service a tout fait pour jusque-là. Est-ce que ce n'est pas une mesure qui peut se pratiquer, qui est une mesure des fois de premier recours? Des fois un patient, je vous explique par exemple comment se crée le système contentionnel. Vous avez un patient qui ne va pas bien. Imaginons, il a fait appel au CMP, on lui a dit il y a 2 ans d'attente, venez plus tard. La famille a fait appel parce qu'il est commencé à déconner chez lui. Bon, à la fin des fins, il arrive aux urgences, il n'a vu personne, il est en décompensation totale. Les urgentistes vont le voir arriver, direct, oulala, il est psy, il délire. On va le contentionner aux urgences. Parce qu'il y a 10 heures d'attente, il ne faut pas qu'il fugue, le temps qu'on fasse le bilan biologique, qu'on appelle les ambulances, qu'on appelle l'hôpital, machin, il va être contentionné. Donc déjà, ça commence comme ça. C'est-à-dire que vous avez transformé une situation subaiguë en une situation aiguë parce qu'il n'y a pas eu la prévention machin et les soins initiaux, et de situation aiguë en situation d'urgence, ce qui se passe aux urgences. Quand le psychiatre des urgences ou l'urgentiste appelle son collègue de l'hôpital psychiatrique qui lui dit cher collègue, je voudrais t'adresser tel patient, là il est contentionné aux urgences parce qu'il a été agité. Donc déjà, il va arriver à l'hôpital, on lui aura réservé une chambre d'isolement et des contentions. C'est comme ça que ça s'enferme très vite. Alors, si vous tombez sur un service qui fait son travail, ils vont regarder, ils vont voir est-ce qu'aux urgences, ça n'a pas déconné
Et est-ce qu'en fait, on ne peut pas traiter le contact? Mais il se peut aussi que le patient soit hyper mal avec comment il a été traité aux urgences, et déjà, il a perdu la confiance en tout le monde, et ça ne va pas bien se passer. Bon. Donc voilà, sur le contrôle, c'est 24 heures, 48 heures. Et puis, on a dit aussi le contrôle de l'hospitalisation sans consentement. C'est à 12 jours, le JLD intervient à 12 jours. Bon. Et après, on peut ressaisir. Régulièrement. Là aussi, le contrôle, et c'est ce que tu disais, ce qui semble important, c'est qu'en fait, le droit, ça peut être un contre-pouvoir potentiel. C'est très bien que ça soit encadré par le JLD, sauf que si vous regardez le film 12 jours de Depardon, il y a un accord de l'ensemble des gens là pour que le patient reste hospitalisé. C'est-à-dire que l'avocat, s'il ne fait pas son boulot d'avocat, même si c'est contre les soignants, en fait, l'avocat, il est là pour pas être d'accord. Et il n'est pas dans une logique de soins, il est dans une logique de droit. Donc en fait, c'est intéressant que chacun puisse faire son métier. C'est intéressant que nous, en tant que psychiatres, on se dise « Putain, ils font chier les avocats, ils n'ont rien compris à la logique de soins, là, ils vont relâcher quelqu'un, ils vont faire relâcher quelqu'un qui est complètement malade, qui va se suicider, etc. » Mais c'est intéressant qu'il y ait une séparation des pouvoirs quand même. On est en état de droit, machin, etc. Les logiques de soins, les logiques de droit, les logiques judiciaires ne sont pas les mêmes. Donc c'est intéressant que le droit puisse être investi comme un contre-pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'il y a des barreaux comme à Marseille ou ailleurs, à Versailles, où ils font tout un travail pour former les avocats au contrôle, enfin, à la défense formelle, et les JLD aussi, parce que une copine... il faut que je vous dise un autre truc, parce que ça, c'est la revue du syndicat de la magistrature, la revue délibérée qui en vente là-bas. Je suis au conseil de machin, donc il faut acheter la revue. La copine Sarah Massoud, qui est JLD et qui travaille, qui était au syndicat de la magistrature, elle était JLD de l'hôpital de Ville-Évrard. Quand elle était JLD le week-end, parce que tous les juges, en fait, sont JLD le week-end. Quand elle était JLD le week-end et qu'on l'appelait en disant « Voilà, il y a monsieur qui est en contention depuis plus de 24 heures, donc on doit vous informer », elle, des fois, elle appelait dans les services. Parce que, par exemple, vous aviez une dame, elle était arrivée avec son accord à l'hôpital, ça avait été transformé pendant l'hospitalisation en hospice sans consentement, pour tout un tas de raisons, et en fait, après, elle a été mise très vite en contention. Donc, elle a demandé à parler à la patiente au téléphone pour voir en tant que JLD ce qui se passait. Bon. Et elle a eu l'équipe, le médecin, machin. Et le fait de faire ce contrôle-là, ça a permis que la patiente elle sorte très vite et qu'il y avait eu un petit peu un engrenage un peu infernal où tout le monde avait été pris dans le truc. Donc le contrôle, ça peut être aussi un truc comme ça où on se parle, quoi. Donc ça, c'est intéressant parce que ça modifie tout le monde. Ça modifie le juge, ça modifie l'avocat, ça modifie le patient, ça modifie l'équipe. Enfin bon, voilà. Je vais juste rajouter mon grain de sel là-dessus. Oui, pour qu'un patient puisse être en chambre d'isolement, il faut déjà qu'il soit sédaté, parce que c'est extrêmement angoissant de se trouver dans un endroit fermé. Déjà, en plus des angoisses qu'il subit, qui peuvent être de différents degrés en fonction de sa pathologie, pour la contention, il faut de plus avoir une sédation. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu, et c'est ce que la littérature montre d'ailleurs, que dans les endroits où on prescrit, donc on fait notre travail de médecin correctement et on prescrit des traitements à la bonne dose, les bonnes molécules, la contention, elle est beaucoup moindre que là où on a peur de prescrire, tout simplement. Et ça, c'est autre chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en effet, les patients qui arrivent en chambre d'isolement, dans mon service en tout cas, ils arrivent souvent contenus. Donc, ils arrivent sur le brancard des urgences, avec ce que Mathieu a décrit. On a mis en place, et ça marche très bien, que l'équipe infirmière, si jamais moi je ne suis pas présente ou mes collègues médecins ne sont pas présents, immédiatement quand l'ambulance arrive, puisse de contenir le patient sans avoir l'accord du médecin, sans la présence du médecin. Donc on a donné aussi, pas ce pouvoir, mais on a donné ce droit, parce qu'on est une équipe, on travaille ensemble, et que c'est l'équipe infirmière, l'équipe soignante qui est au pied du patient, de pouvoir le faire. Jamais, depuis qu'on a mis en place cette mesure, on n'a pas recontenu les patients derrière. Et d'ailleurs, en effet, la contention, ça reste une décision médicale pluridisciplinaire qu'on discute en amont et qu'on prend très au sérieux. Pour la décontention, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, en discutant avec l'équipe, on dit, vous savez, on l'a décontenu à midi, ça s'est bien passé. Et on arrête. Et ce n'est pas, donc ça peut aussi aller dans le sens inverse. Parce qu'on est des humains qui travaillent avec des humains en souffrance. On a des souffrances qui ne sont pas les mêmes, mais on les a. Donc, on fait ça.
Une petite précision. Une petite précision quand même, il y a toujours un recours facultatif qui est possible pour les patients. Le problème étant l'information quant à la possibilité de ce recours, puisqu'il y a des services qui oublient de les informer. Il faut prendre plusieurs questions parce qu'on parle trop, les psychiatres, ils parlent tout le temps trop. Donc plusieurs questions et puis on fera... Ouais. Il y a 5 questions là. Alors, je vais essayer d'être rapide, pardon. Dans mon imaginaire, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a que les pathologies sont plus sévères qu'à une certaine époque. Je fais référence peut-être à la période de Saint-Alban, où on n'avait visiblement ni médication ni contention, mais je ne suis pas experte, donc vous me corrigerez si je dis des bêtises. Et ma question, c'est est-ce que notre organisation sociale actuelle, aujourd'hui, ne génère pas ces pathologies peut-être plus aiguës ou plus visibles, je ne sais pas. Voilà, je fais un lien entre l'organisation sociale et le degré des pathologies. Merci. Bonjour, ce ne sera pas une question. Je représente l'UNAFAM de la Drôme et de l'Ardèche d'ailleurs ici. L'UNAFAM, c'est l'Union nationale des familles et amis de malades psychiques. Donc ce sont des proches qui se réunissent en association et qui aident des personnes qui ont des personnes dans leur famille qui portent des troubles psychiques. On les aide par des services, par de l'écoute, par de l'accueil, par des groupes de parole, etc. Donc l'UNAFAM a relayé, l'UNAFAM de la Drôme relaie le manifeste qu'a porté l'UNAFAM nationale mi-juin pour l'abolition de la contention. Donc, nous estimons en fait que la contention, c'est une méthode qui est ancestrale, donc vous parliez du XVIIIe siècle, mais je pense que ça devait dater d'avant, quand même. Ne dit-on pas fou allié? Et c'est une méthode coercitive, c'est évident. Et donc, c'est une méthode qu'on ne peut approuver. Et l'UNAFAM entend... Ce n'est pas une fatalité non plus, puisqu'il y a 10% des établissements, vous en avez parlé, publics de psychiatrie, qui ne pratiquent pas la contention. Donc l'UNAFAM entend lutter et vous invite à se joindre à elle pour vraiment abolir la contention. On commence par la contention. Dans le viseur, il y a l'isolement. Mais il vaut mieux commencer par la contention, on a plus de chances d'y arriver. Et après, on passera à l'isolement. Et donc, on souhaite intervenir dans les établissements pour qu'ils échangent, même si il y a toute une politique. Les établissements sont obligés de faire des rapports annuels sur l'isolement et le volume d'isolement et de contention mais pour qu'ils changent de politique et faire rencontrer ces établissements qui ne la pratiquent pas aux établissements qui la pratiquent, donc pour qu'il y ait des échanges de pratiques. Parce que les études que vous avez nommées montrent très bien que, quel que soit le profil du patient, il y a une manière de faire autrement, puisque les patients ne sont pas plus malades, plus atteints que dans les établissements qui la pratiquent, que dans les établissements qui ne pratiquent pas la contention. Donc, voilà. C'était juste, c'était pas un témoignage. Mais merci. Bonjour, moi je suis psychiatre en milieu pénitentiaire à Toulouse, au centre hospitalier Gérard Marchand, où on a essayé de pas mal travailler autour de ces questions-là. On avait accompagné, il y a plusieurs médecins qui se sont intéressés à des études qualitatives sur le vécu des patients et des soignants sur le recours à l'isolement et à la contention au début des années 2010. Moi, ma question, qui n'était pas forcément, qui est un peu une question à la fin, c'était de vous remercier d'avoir porté aussi ce regard de quel contrat social autour de la notion d'enfermement et de coercition, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que autant on essaie d'avoir une réflexion autour de ces pratiques au sein de notre établissement, autant quand on est amené à accueillir un patient détenu
dans un service d'hospitalisation classique, donc c'est-à-dire hors établissement spécialisé qui accueille des détenus, donc dans les pavillons d'établissements publics classiques, il n'est quand même pas rare que ces patients détenus, mais qui deviennent des patients à ce moment-là, se retrouvent à faire l'objet d'une mesure d'isolement, alors beaucoup plus rarement de contention, mais plutôt sur un versant de risque on appellerait de sortie sans autorisation plutôt que de fugue ou d'évasion, hein, pour essayer de mettre les bons mots à la bonne place. Et du coup, je voulais savoir, c'est peut-être là le sens de ma question, est-ce que c'est des choses que vous avez réussi à travailler au sein de vos équipes? Alors après, je ne sais pas si vous en accueillez des personnes détenues dans vos unités, mais en tout cas, si c'est le cas, comment est-ce que vous avez essayé de bosser ces questions-là avec les équipes qui se retrouvent sur une espèce d'injonction très paradoxale de si la personne ne justifie pas cliniquement un isolement, tout le monde est très au clair sur le fait qu'elle n'a rien à y faire, mais pour autant, on a des injonctions préfectorales et de direction d'établissement qui nous dit que la personne doit rester en chambre d'isolement parce que si elle s'en va de l'hôpital, la responsabilité hospitalière sera potentiellement engagée. Oui, moi j'aurais une question et une chose à vous dire. La question c'est, est-ce que dans vos hôpitaux psychiatriques, bon il y a des cliniques privées mais c'est autre chose, il y a des patients qui viennent et qui ne sont pas psychotiques, ni schizophrènes, ni paranoïaques, ni quoi que ce soit, et qui ont des troubles légers, je dirais. Ça, c'est la question. Et secondo, je voulais mettre le doigt, la lumière, peut-être, c'est prétentieux, je sais pas, sur certains internements abusifs, que moi je qualifie d'abusifs, dont on ne parle pas souvent, mais qui existent. Et je ne sais pas s'il y a un roman d'Honoré de Balzac sur la question, je ne sais pas, auquel cas j'aimerais bien le lire. Mais ça existe. Moi, je connais le cas d'une personne qui a été internée par sa famille pour une spoliation d'héritage. Et c'est trivial, je m'excuse, mais en France, aujourd'hui, ça se produit encore. Et d'autres cas aussi. Oh, voilà, je voulais mettre le doigt là-dessus. Et en conclusion, pour élargir le débat, je poserai la question de la compatibilité entre soins sous contrainte, à long terme ou à moyen terme, ou à moyen terme, entre soins et droits de l'homme. Voilà. Alors moi j'ai entendu que vous avez expliqué que vous demandiez l'avis de la famille pour mettre sous contention. Alors, je peux vous dire que moi, mon fils a fait beaucoup de contention, qu'on ne demande pas l'avis de la famille ni du tuteur, et que depuis que je suis tutrice, le psychiatre interdit les informations médicales au tuteur. Mon fils a fait beaucoup de contention, voire même 45 jours non, pas en contention, 45 jours d'isolement, et il a eu plus de 3 jours et 2 nuits de contention. Et pendant ces 3 jours et 2 nuits, il a une épaule abîmée par des chutes suite à un traitement Valium qui lui a causé un certain nombre d'hospitalisations en état de coma, même en état de fin de vie. Et donc, je voudrais savoir jusqu'à quel droit le psychiatre a le droit d'isoler la famille, d'isoler le patient de toute relation extérieure. Donc, je voudrais qu'on me réponde. C'était vous qui avez parlé de maladies psychiatriques peut-être qui sont plus graves et quel rapport avec la société. Alors, il y a une phrase que j'ai lue, que je ne serais pas capable de citer mot à mot, mais qui disait que pour savoir quel est l'état d'une société, il faut regarder l'état de ses fous. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument vrai. La société a changé rien que dans le rapport à la famille et à l'entourage. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où on est beaucoup plus isolé, on ne garde plus les mêmes liens avec nos familles, et la famille a un rôle très contenant et dans la maladie psychiatrique. L'entourage, la société, le village dont on a besoin pour élever un enfant, c'est le village dont on a besoin aussi pour s'occuper de nos malades. Et donc oui, je pense que les maladies psychiatriques aujourd'hui peuvent avoir une expression plus bruyante
et que la société et la façon dont nos relations sociales existent aujourd'hui, elle est pour quelque chose. Tu veux répondre par rapport à ça ? Non, vas-y. Alors, deuxième, c'était pas une question. Troisième, c'était toi, cher confrère. Alors là, je vais me faire incendier par la préfecture. Moi, j'ai pas... médical et justice, je les dissocie sans aucun scrupule. Donc si mon patient il est stabilisé, que j'estime qu'il va bien, eh ben non, je ne vais pas le garder en isolement. Et oui, je prends ce risque de dire après, on peut pas mêler. Enfin, c'est mon point de vue. J'espère que s'il y a de la police, vous allez m'aider à m'échapper après. Mais non, il me paraît très important d'ailleurs de dissocier l'enfermement carcéral ou l'enfermement légal de la maladie psychiatrique. Voilà. Moi, je vais peut-être répondre là-dessus. Quand je travaillais dans un hôpital, alors c'était pas Sud-Moisselles, c'était un autre avant, on était un service ouvert et on recevait des détenus, ce qui n'était pas le cas dans l'hôpital où je travaillais le dernier temps. Et du coup, moi je disais au ministère, à la préfecture, je faisais un certificat en disant les portes de l'hospitalisation sont ouvertes, elles le resteront, puisque le patient là, il est en soins. Donc si ça vous pose problème, c'est à vous d'envoyer la maréchaussée et compagnie, mais nous, on ne fermera pas. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les patients arrivaient en effet souvent de détention, ils allaient directement en chambre d'isolement dans cet hôpital, et les patients disaient on est quand même mieux en prison qu'à l'hôpital psychiatrique, parce qu'on n'a pas de radio, alors qu'en prison, il y a la liberté d'informer, c'est un droit constitutionnel, on ne l'avait pas en psychiatrie. On est enfermé, alors qu'en prison, on a des promenades, etc. Enfin, les patients, ils racontaient ça, enfin les patients détenus. Bon. Et la dernière chose, c'est que là, il y a une recommandation, mais je crois que c'est du contrôleur des libertés qui dit d'ailleurs, les détenus, quand ils sont hospitalisés, ils doivent avoir les mêmes droits que les autres patients. Bon. Donc ça, c'est... Et enfin, la question du droit, c'est importante parce que quand l'hôpital, le dernier, là où je travaillais, m'emmerdait, puisqu'on était un service ouvert et qui nous avait dans le viseur, oui, il y a plein de fugues. Et en effet, merci ne pas avoir dit fugue, mais d'avoir dit sortie sans autorisation pour les personnes hospitalisées sans consentement et sortie non programmée pour les personnes hospitalisées de façon libre, parce que souvent on dit fugue, mais fugue c'est infantilisant. Eh bien, moi j'avais un copain avocat, Jean-Marc Pamphili, qui avant était cadre infirmier en psychiatrie, et donc qui m'a aidé dans mes histoires au tribunal administratif, et qui lui disait non mais attends, jurisprudence à l'appui, faut se calmer. Toi tu travailles dans un hôpital qui est à la campagne. Et toutes les jurisprudences montrent que en fait, c'est à l'établissement, l'enceinte de l'établissement, où le patient peut circuler dans l'établissement, mais par contre, c'est à la direction de l'hôpital de faire gaffe aux entrées-sorties dans l'établissement. Donc, s'il y a un problème au niveau administratif et des plaintes, etc., c'est la direction de l'établissement qui doit filtrer les entrées-sorties. Mais par contre, la sortie du service lui-même, si la personne va dans le parc, ça ne dépend pas de nous, les soignants. Par contre, dans la jurisprudence, c'est autrement quand vous êtes dans un pavillon d'hospitalisation, dans un hôpital qui est en ville. Il y a une autre jurisprudence. Donc ça vaut le coup de connaître les petits détails au niveau du droit, parce que du coup, j'avais écrit un mot à la direction en disant, en fait, dans la jurisprudence, s'il y a une fugue, c'est comme vous le dites là, c'est pas nous le service, c'est vous en tant que direction et enceinte, puisqu'on est dans un établissement à la campagne, etc. Bon, parce que souvent, ce qui se dit aussi par rapport à l'usage du droit en psychiatrie, c'est oui, on va être responsable, il y a des textes qui disent que, et Bonafé, qui est un psychiatre désaliéniste, il disait souvent, sortez-nous les textes, on veut les voir. Parce que souvent, il n'y a pas les textes, et la plupart du temps, quand les hôpitaux et les psys ont été condamnés, c'est parce qu'ils ont enfermé des patients en hospitalisation libre. Il y a une clinique qui a brûlé, psychiatre condamné, l'hôpital condamné, parce qu'il y a des patients qui ont cramé. Il y a plus de risques à enfermer quelqu'un en hospitalisation libre qu'à ne pas l'enfermer en hospitalisation sans consentement. Bon, voilà pour ça. Du coup, on enchaîne sur l'autre question, là, sur les internements abusifs. Quand il y a le contrôle du JLD, moi, ce que je disais aux patients, je leur disais le JLD est là pour voir si je ne vous ai pas interné de manière abusive. Mais je l'employais comme ça, parce que ça fait contre-pouvoir. C'est très bien. Des internements abusifs, bien entendu qu'il y en a, il faut aller voir le site du CRPA,
qui fait état un petit peu de tout ça. Dans quelle mesure, etc., je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant que le droit puisse limiter cette possibilité-là abusive. Et c'est ce que disait Dominique Simoneau hier. Plus il y a de personnes pour aller voir, et de collectifs, d'associations pour aller voir dans les lieux d'enfermement, mieux c'est. Donc plus il y a des personnes qui peuvent rentrer en psychiatrie et dans les lieux d'enfermement, mieux c'est en fait. Ça limite l'abusif parce qu'on devra expliquer comment on travaille. Et ce que vous disiez là par rapport au travail avec les familles, là, l'autre question, en fait ça aussi c'est une culture de service. Par exemple, là, ta culture de service où vous demandez aux familles, nous, par exemple, dès qu'il y avait un patient qui était en chambre d'isolement, on appelait direct la famille pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui l'a rendu comme ça, venez, qu'on parle pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que ce n'est pas nous qui allons avoir les clés, c'est quand même celles et ceux qui font avec la personne au quotidien, quoi. Bon. Et donc, là aussi, il y a le droit, la personne de confiance, c'est une obligation légale. Donc là aussi, les avocats peuvent mener des combats juridiques pour que ce droit-là soit respecté. C'est-à-dire l'histoire que le tuteur n'est pas informé, franchement, vous pouvez attaquer, quoi. C'est vous. C'est une obligation légale. Vous allez, peut-être vous pourrez. Oui, alors non, elle pourrait. Moi, ce que je voulais vous dire déjà, c'est que je regrette profondément que vous ayez vécu cette situation qui semble extrêmement angoissante et douloureuse. Nous, ce qu'on fait dans notre service, c'est que non seulement qu'on appelle la famille, mais on vous invite à venir discuter avec nous pour qu'on vous explique ce qu'on vit nous, qu'est-ce qui s'est passé, et aussi ce que vous puissiez nous apporter des éclaircissements et qu'on puisse discuter ensemble. S'il n'y a pas un lien de confiance avec la famille ou l'entourage, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler. Et moi, quand je parle de moi, c'est pas que moi, c'est moi avec mon équipe. On a besoin du tiers. On ne peut pas être dans une relation de duel avec quelqu'un en souffrance sans avoir le tiers qui est la personne de confiance, les parents si ça existe, l'épouse, le copain, et on le fait de manière systématique. Mais pour que vous puissiez comprendre que ce qu'on fait a un fondement clinique derrière, et que nous aussi on puisse comprendre comment vous pouvez nous aider. Ouais, alors ça, dans le premier service là, dont je parlais, il y avait des soignants qui disaient oui, mais c'est des adultes, pourquoi tu veux parler à leur famille ? Les bras m'en tombent. Oui, parce que forcément, si vous ne parlez pas, vous ne pouvez pas soigner la personne si vous ne prenez pas soin du milieu dans lequel la personne vit. Alors cette histoire de secret médical, quand vous rencontrez les gens, il y a des trucs que, certes, vous n'allez pas dire, mais en fait, c'est pas une limite pour rencontrer les familles. C'est pas une limite. Et quand je dis les familles, c'est pas que les parents. Hein. Il y a les frères et sœurs, il y a les enfants, parce qu'il y a aussi les conjoints, etc. Les familles, c'est plus large, parce que souvent, on oublie les frères et sœurs. La deuxième chose, là, par rapport à l'histoire sur les spoliations, il y a l'affaire Britney Spears, hein, donc ça existe, c'est aux États-Unis. Mais mise sous tutelle, machin, pour la spolier un peu. Ça existe, c'est certainement à la marge, et c'est tout. Bon, il est 16h05, donc il faut peut-être continuer, mais il va falloir conclure à un moment donné. J'apprécie que vous parliez des relations avec les familles, parce que les familles sont très importantes. Elles sont là, elles étaient là avant vous, avant que vous connaissiez les personnes. Voilà. Donc je voudrais préciser un peu et rajouter que on est des bénévoles de l'UNAFAM, on représente l'UNAFAM Drôme et de l'Ardèche, et on est justement là une association pour défendre les familles qui sont sans défense. Il y en a qui peuvent se défendre, qui peuvent discuter avec le psychiatre en disant « je suis la mère, je suis le père, je voudrais discuter avec vous ». Mais on est là justement pour défendre les familles qui sont isolées, qui n'osent pas. Et puis je voulais dire aussi que dans notre association, on a des représentants du parcours pénal, c'est-à-dire des personnes qui ont aussi des problèmes avec la justice. Et nous avons aussi obligatoirement des représentants d'usagers dans tous les hôpitaux psychiatriques. Et nous avons des dépliants au stand accueil. Voilà. Et ça nous aiderait bien si vous
parliez aux familles de notre association parce qu'on est là pour les aider. Merci. Je veux bien juste finir sur cette note positive. Enfant, je veux dire quelque chose aussi de positif. Nous, on a ça dans le bureau de l'assistante sociale qui est juste là, dans le bureau du médecin qui est moi, dans le bureau infirmier, et on donne à toutes les familles le dépliant de l'UNAFAM, justement pour se trouver dans un endroit où ils puissent se parler d'une souffrance que nous, on ne peut pas vivre de la même manière, avoir un espace d'échange, un espace d'écoute. Et on le fait. Et moi, je vais finir sur une note négative. Du coup, on inverse. Puisque les logiques des familles, ce n'est pas les logiques des patients. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai fait une lettre ouverte à la présidente de l'UNAFAM, la précédente, puisque les représentants de l'UNAFAM du 92 et du 95, là où je travaillais, quand on a dénoncé les enfermements pendant le premier confinement, où il y a eu une recommandation en urgence par le contrôleur des libertés, le représentant de l'UNAFAM avait dit on a eu le Covid, on n'avait pas en plus besoin du CGLPL. Et donc, j'ai demandé, à l'époque c'était Marie-Jeanne Richard, est-ce que c'est une position nationale ? Première chose. Et la deuxième chose, c'est avec les patients, on faisait des réunions, etc. À un moment donné, bon, je vous passe les détails, mais il n'y avait pas suffisamment de lait, donc les gens se plaignent à la réunion soignants-soignés, on fait une pétition, et puis on dit il y a la commission des usagers. Bon, et du coup, il y a un patient qui dit mais il y a qui comme usager à la commission des usagers ? Il dit c'était les représentants de l'UNAFAM. Alors il dit mais oui, mais quand même, moi, ma famille, ils veulent tout le temps m'enfermer. Pourquoi il n'y a pas des usagers patients aussi ? Et alors du coup, avec le club thérapeutique, on a été voir une association de patients qui avait l'agrément auprès de la RS Île-de-France, le CRPA du coup, et le CRPA a fait un recours au tribunal administratif pour dire est-ce que dans la démocratie sanitaire, c'est normal que association famille, association patient soient considérées sous le grand thème association d'usagers. Réponse du tribunal administratif 4 ans plus tard, dans la démocratie sanitaire actuelle, il n'y a pas de différence entre usagers patients et usagers famille. Donc là, il y a un combat politique à mener, parce qu'il y a certaines sections, que ce soit de l'UNAFAM ou d'autres, qui, le droit des patients, c'est comme partout, quoi. C'est comme les psychiatres. Et les psychiatres qui s'appuient un peu, ça traverse tout, ça. Donc, moi, je suis content de voir que l'UNAFAM a pris une position courageuse, là, il y a 2 semaines, vous en avez dit, sur l'abolition de la contention, parce que ce n'était pas gagné. Je me rappelle de l'époque de Canva, qui n'était pas sur des trucs comme ça, hein. Il était plutôt sécuritaire dans ses façons de voir la psychiatrie. Il était très allié à Sarkozy au moment de la nuit sécuritaire, là. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment pousser là-dessus que la démocratie sanitaire, il y ait les représentants des familles et aussi des patients, et qu'ils aient leur mot à dire, parce que ce n'est pas les mêmes logiques. Voilà. On va en terminer là. Demain à 9h, il y a un atelier lié à la pérédance qui est très intéressant et qui est lié à la psychiatrie. Et voilà, c'est pour faire un pont et vous dire que ça n'est pas terminé. Voilà.